Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo spéciale Festival de Gérardmer, Festival du film fantastique de Gérardmer. Si vous tombez sur cette vidéo en premier, évidemment que je vous invite à regarder la première avant, ce serait plus logique. Hein, ce serait comme regarder, je sais pas, Star Wars 4 avant Star Wars 1, évidemment. Alors je suis content, j'ai pu voir tous les films que je voulais voir, même quelques extras, mais surtout je suis content, j'ai pu voir tous les films qui ont eu des prix. Et ça c'est bien, parce que ça veut dire que j'avais un peu visé juste quand même. Donc avant de vous donner mon avis sur chaque film de la compétition, je voulais juste souligner que même si voilà, le palmarès est plutôt satisfaisant, j'ai quand même trouvé que cette édition 2016 manquait un petit peu de panache. Vous aviez été pas mal dans les commentaires de la première vidéo à me souligner que oui, les films en question avaient l'air un peu formatés, qui manquaient un peu d'ambition. Et c'est plutôt vrai, ce qui est un peu dommage quand même pour un festival de films fantastiques où on attend d'être surpris. Donc une année pas très surprenante. Bon, il n'empêche que voilà, hein, j'ai quand même passé un bon moment, l'ambiance au festival est toujours géniale, les gens applaudissent dès qu'il se passe un truc génial dans le film, un zombie se fait dégommer, tout le monde applaudit, c'est l'extase dans toute la salle, ça c'est nickel de ce point de vue-là, je ne regrette rien. Donc c'est parti pour mon compte rendu sur les films de ce 23e festival du film fantastique de Gérardmer. Bone Tomahawk, le groupe de cow-boys qui part à la rescousse de leurs proches qui ont été capturés par une bande de cannibales. Alors je m'attendais à un résultat formaté, à l'américaine, voilà, très régi par les codes de divertissement. Mais non, on en est très loin, c'est un résultat justement plus proche vraiment du film d'auteur, et je dirais le mot, voilà, je trouve que c'est un film très tarantinesque. Hein, tarantinesque qui est un mot qui devrait pas tarder à rentrer dans le dictionnaire. Et c'est marrant parce que Kurt Russell, qui joue dans Les 8 salopards, qui est encore à l'affiche en ce moment, donne l'impression qu'en gros il a dû tourner les deux films en même temps, puisque niveau pilosité c'est très semblable quoi. Donc j'imagine que les deux films ont dû se tourner au même moment à peu près. Alors donc je dis Tarantino, pourquoi? Parce qu'on est vraiment, je trouve, dans cet amour du dialogue. C'est toujours très attachant d'avoir ces personnages qui vont d'un coup se lancer dans un pitch complètement improbable. C'est dans Bone Tomahawk parfois un peu forcé. Il y a le personnage de l'adjoint du shérif par exemple, qui est le spécialiste, hein, qui va à tout moment se lancer dans une histoire abracadabrantesque. Comme je disais, c'est parfois un peu forcé. On a vers la fin par exemple une situation désespérée où ils sont vraiment sur le point peut-être de mourir. Et là le mec se retrouve à parler d'une histoire de cirque de puces qui sort un peu de nulle part. Ça fait un peu forcé. Je voulais faire un film Tarantino, donc j'ai exprès rajouté un personnage qui va sortir des histoires un petit peu déplacées. Ah, et si je veux pinailler un tantinet, je dirais qu'il y a quelques longueurs, notamment dans cette traversée du désert qu'effectuent les personnages. Je crois que ça dure 3-4 jours. Et on les sent un peu passer. Il y a notamment un personnage qui a une jambe cassée, donc ça ralentit à mort l'expédition. Allez, 10-20 minutes de moins et ça m'aurait botté à mort, quoi. Ça aurait été juste parfait. Bon, c'est complètement excusable, encore une fois, c'est un premier film, donc c'est normal. Donc je vous invite vraiment à regarder Bone Tomahawk, c'est un super équilibre entre divertissement, humour, mise en scène intéressante et puis suspense. Juste par contre, je le précise pour les âmes sensibles, à la fin il y a une scène un peu gore, mais c'est vraiment de la boucherie-charcuterie voilà, de bonne facture. Moi ça restera gravé dans ma mémoire à jamais, je pense. Ça reste quand même un peu du gore fun, un peu rigolo, marrant, mais tellement c'est abusif. Mais voilà, vous êtes prévenus. Ça peut choquer à la fin. Donc en bref, si vous êtes fan de Tarantino, si vous êtes fan de l'esprit un peu ironique des films des frères Cohen par exemple, et que vous n'êtes pas effrayé par une longue traversée du désert et un peu de boucherie à la fin, vous allez vous régaler quoi. Donc ayant reçu un grand prix lors du festival, je pense que le film devrait prochainement avoir droit à une sortie en salle. Silent Night, le Père Noël tueur qui désigne tous ceux qui n'ont pas été sages le soir du 24 décembre. Alors c'est un pseudo-remake d'un film de 84 qui s'appelle Silent Night, Deadly Night. C'est pas la même histoire, mais il y a quelques scènes en commun. Cependant, autant la version de 84 avait l'air un petit peu voilà, décalée, marrante, nanardesque, autant celle-là elle est hyper premier degré, du coup ça n'arrive pas à être jouissif, quoi. Donc je vais être bref pour celui-là, j'avais tapé dans le mille. C'est vraiment le b.a.-ba, le plus banal des slashers qu'on a déjà vu 1 millier de fois.
En gros, c'est une narration entrecoupée entre le meurtrier qui dézingue du beau monde, de manière, bon, pas hyper originale en plus, entrecoupée de moments d'incompétence incroyables de la police locale qui va constamment aller sur des mauvaises pistes, interroger les mauvaises personnes, emprisonner les mauvaises personnes. C'est... ouais, ça se regarde, c'est moyen, quoi. C'est pas mauvais, mais c'est banal, c'est terriblement banal, quoi. Bon, Malcolm McDowell joue le vieux flic grincheux qui pense avoir toujours raison. C'est super cliché, on a déjà vu ça un millier de fois. En gros, si vous n'êtes pas trop exigeant en matière de slasher, pourquoi pas, mais il y a mieux, il y a 100 fois mieux que ça. Donc perdez pas trop votre temps avec ce bidule. En plus, je suis un peu déçu que ce soit programmé à Gérardmer, c'est un machin, c'est sorti en 2012, je crois. Donc nous sortir un machin qui a déjà 3-4 ans, c'est vraiment du réchauffé, quoi. Comme le film est déjà sorti il y a longtemps, il est déjà disponible en DVD Blu-ray. Je pense pas qu'il est sorti en salle, c'était une diffusion inédite en France. Donc voilà, vous pouvez vous le procurer, DVD Blu-ray en magasin, dans le rayon nanar. The Witch, la famille de pionniers américains au XVIIe siècle qui quitte sa colonie pour s'installer près d'un bois flippant. Donc, encore une fois, j'avais visé juste, puisque le film a eu un prix. Bon, même s'il s'agit du prix sci-fi, ou sci-fi, comme dirait le nerd, voilà, c'est pas aussi prestigieux que pourrait l'être un prix du jury ou un grand prix, mais ça reste un prix, et c'est mérité parce que vraiment, c'est voilà, une œuvre profondément glauque, oppressante, esthétiquement magnifique. Donc ça marche à fond de ce point de vue-là, la mise en scène elle est parfaite, mais surtout il y a une direction d'acteur qui est incroyable, on est vraiment immergé dans cette ambiance XVIIe siècle, ce qui veut rien dire en fait, non, on est vraiment dans une ambiance glauque, malsaine, et ouais, les acteurs m'ont bluffé, surtout les enfants sont extraordinaires, ils ont des passages très intenses. D'ailleurs justement l'intensité est très graduelle, ça prend son temps, peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est un peu comme un diesel, hein, vous voyez, ça, faut que ça chauffe. Mais quand c'est chaud, voilà, ça y va pas avec le dos de la cuillère, ça pète quoi, on n'est pas déçu. Un très très bon moment de cinéma d'horreur, qui prouve vraiment, et je suis très content, qu'on peut faire des films poignants, mais sans forcément balancer des jumpscares à tout va, hein. Voilà, c'est toi que je regarde, Guillermo del Toro. En bref, si pour vous la perspective d'une soirée réussie passe par le visionnage d'une œuvre glauque et riche en symboliques religieuses troublantes, vous savez quoi regarder. Et juste avant d'enchaîner avec le film suivant, je voulais juste notifier la présence au casting de Kate Dickie, qu'on a déjà pu voir dans Game of Thrones, une phrase que je vais dire souvent, je pense, dans ma vie, et qui apparemment répond toujours présent dès qu'il est question d'un rôle où elle va devoir donner la tétée. Ce qui crée toujours de sympathiques moments de traumatisme gravés à jamais dans ma rétine et mon subconscient. Alors pas de date de sortie française prévue en salle pour le moment, mais vu la qualité du bidule, ça devrait arriver. The Devil's Candy, le peintre qui emménage avec sa famille dans une espèce de maison hantée et qui se fera posséder par ce qui semble être le diable. Prix du public au festival de Gérardmer de cette année, je ne peux que plus soyer. À l'image du précédent que j'avais vu de lui, The Loved Ones, le réalisateur Sean Byrne fait un film généreux, vraiment bien foutu, bien ficelé, fun, c'est drôle. Par contre, évidemment, voilà, ça manque peut-être un peu de l'effet de surprise que j'aurais pu attendre. Alors oui, parce que moi, avec un pitch comme celui-là, je m'attendais à de la torture psychologique, de la possession, voilà, un peu compliqué à gérer pour la famille. Et pas du tout, parce qu'en fait, il est juste question de suivre le parcours d'un... Enfin, c'est un slasher. Il y a juste un mec qui débarque et qui veut buter la famille au nom de Satan. Donc, bon, pas très original de ce point de vue-là. Donc, ce tueur en question cherchera principalement à tuer la gamine de la famille. Pour l'offrir en sacrifice au diable. Hein. C'est des sucreries pour le démon, comme il le dit lui-même, ce qui devrait être le titre québécois du film, j'imagine, des sucreries pour le démon. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, par contre,
mais l'antagoniste en question, c'est le sosie parfait de Kyle Gass, le guitariste de Tenacious D, qui est un groupe génial avec Jack Black que je vous recommande. Et je me dis, ça peut pas être un hasard, parce que le tueur dans le film est présenté comme un fanat de métal, guitariste et voilà, fan de grosse saturation. Je me dis, ça doit être une sorte de référence quand même, c'est pas possible autrement. Et pour revenir à l'aspect possession démoniaque, le père de famille est donc, lui, oui, possédé à un moment, mais alors c'est un peu particulier, d'où la déception, parce qu'en fait, il va juste être inspiré par une espèce de voix qui lui vient et qui se révèle être en fait un appel à l'aide des victimes de l'infanticide, ce qui mènera à pas grand chose, du moins pas grand chose d'intéressant. Alors le gros point fort du film, je trouve, il réside dans ces personnages qui sont tous hyper attachants, mais que ce soit la famille, la gamine, mais aussi le tueur, vraiment, ils ont tous quelque chose, et on n'a vraiment pas envie que ça tourne au vinaigre pour aucun des personnages du film. Ça fait du bien, des bons personnages qui, en plus, voilà, sont fans de métal. Hein, la famille, en fait, c'est une famille qui écoute du métal, le mec est peintre et tout. Et jamais t'as une espèce de réflexion puante à la con, du genre... je voyais trop une scène où la gamine irait à l'école. En plus, tu vois, elle déménage, elle vient d'arriver dans une nouvelle ville. Donc je la voyais arriver en classe le premier jour, se faire ridiculiser parce que tout le monde, tous les gamins qui sortent de High School Musical la pointe du doigt en faisant « c'est quoi, t'es satanique, machin ». Vraiment, c'est tout. Le point de départ, c'est que c'est une famille qui écoute du métal. Point. C'est rafraîchissant, moi je trouve ça très sympa. Je termine juste par ce qui pour moi est la grosse incohérence du film. J'ai pas compris. Je suis désolé, mais quand tu es fan de métal, tu ne mets pas ça comme sonnerie pour ton téléphone. Juste, c'est pas possible. Voilà, même si tu sais pas faire, tu te démerdes, tu mets en vibreur, je sais pas, mais j'y crois pas une seconde, quoi. La date de sortie est encore inconnue pour le moment, j'espère juste que ça aura droit à une sortie en salle et pas juste un direct ou DVD, ce serait dommage. Jérusalem, les deux nanas qui vont faire du tourisme, et soudain, paf, jugement dernier. Alors le concept du film, c'est, comme je l'avais énoncé, que tout est filmé à travers des lunettes équipées de caméras, donc ce qu'ils appellent des smart glasses, qui fait complètement référence au Google Glasses qui était sorti, puis je crois qu'il n'avait pas fonctionné parce que la technologie n'était pas encore assez avancée, je pense. Alors c'est un point de départ que je trouve intéressant. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est complètement absent de la bande-annonce. Et je comprends pas pourquoi, parce que moi clairement, pour moi c'est un plus. Tu me montres un film tourné entièrement comme ça, je me dis bah ouais c'est couillu quoi. Et le concept vraiment, c'est qu'il va y avoir des informations qui vont s'afficher à l'écran. C'est des lunettes intelligentes, vous voyez, donc c'est de la réalité augmentée. Donc il y a par exemple, paf, une fenêtre Skype qui va s'ouvrir, appel de papa, la nana répond, salut papa, je suis dans les rues de la ville, machin. Il y a un système de reconnaissance faciale, donc chaque fois qu'elle croise quelqu'un, hop, tac, ça fait un carré autour de la tête des gens, chargement, et paf, s'affiche le profil Facebook dans le coin de l'écran, avec des photos de soirées des gens, ce que je trouve tout à fait flippant d'ailleurs, hein, évidemment, j'espère que ça n'existera jamais, parce que ça n'existe pas, c'est de la science-fiction. Voilà, c'est un trucage, hein. Dans le film, d'ailleurs, on sent bien qu'en vrai, c'est quelqu'un qui tient une grosse caméra un peu lourde et qui veut essayer de nous faire passer ça pour quelqu'un qui porte des lunettes. Il y a plein d'effets de mise en scène très intelligents qui nous montrent voilà, des moments où elle est dans le miroir, elle se regarde, et c'est pas trop mal fait. Mais dans le déplacement de la tête, on sent que c'est un peu lourd et que c'est pas... voilà, on sent que c'est pas des vraies lunettes intelligentes, des smart glasses, machin. Ce qui est un peu, bon, dommage mais inévitable. Mais en bref, quel est le scénario de ce film? Parce que c'est pas le tout de balancer un concept intéressant, il faut avoir un film derrière. Et c'est là que c'est un peu décevant, parce qu'on est dans le found footage le plus basique, le plus banal. Avez-vous vu Cloverfield? Si oui, voilà, vous allez revoir le même film. C'est Cloverfield de A à Z. Ça commence par des gens, ils sont contents, ils sont en soirée, ils font la fête. Soudain, paf, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre, des démons, des zombies, des trucs. Et c'est la merde, il va falloir courir partout, ça va trembler. Les personnages sont des débiles profonds. On a encore ce fameux concept de ah, ma meilleure amie s'est fait mordre par un de ces espèces de trucs zombies, la plaie s'infecte, non mais je ne veux pas la tuer, elle ne va pas se transformer, on va peut-être trouver un moyen de la sauver. Non, voilà, elle est mordue, c'est mort,
les yeux tout noirs, c'est foutu quoi. Elle commence à parler avec la voix de The Rock, non ça marche pas quoi. Et franchement, les meilleures idées, elles sont au début, quand tout va bien. Tout ce qui se passe, je vous disais les fenêtres Skype, Wikipédia, ils arrivent dans une chapelle, il y a la fiche Wikipédia de la chapelle qui apparaît. Tout ça c'est au début, c'est quand tout va bien. Et dès que ça pète, va savoir pourquoi les lunettes décident de plus trop fonctionner. Genre il n'y a plus internet, alors c'est plus connecté, donc ça devient une caméra banale et basique. Bon alors éventuellement ça répond quand même, ça peut apporter un truc plus cohérent par rapport à d'autres fan footage, c'est que souvent on a le syndrome de lâche la caméra quoi. Je suis désolé, c'est l'apocalypse, tu t'évertues pas à filmer l'apocalypse, tu cours pour ta vie. Là au moins c'est les lunettes de vue de la meuf, donc voilà, elle est obligée de les garder, sinon elle voit pas où elle va. C'est donc cohérent qu'elle filme tout ce qu'elle voit. Donc de ce point de vue là, ça va. Bon voilà, alors vous avez compris, même si je l'ai pas vraiment apprécié ce film, visiblement ça a quand même charmé une partie des membres du jury, puisqu'il a reçu un prix, le prix du jury, ce que je trouve complètement incompréhensible, ma foi, ça me dépasse un petit peu qu'un film aussi basique, voilà, je veux dire, ça a 10 ans de retard quoi. Cloverfield est déjà passé par là, il y a eu des bien meilleur film de fan footage, j'ai eu Chronicles, très bien, qui est un film de super-héros, caméra à l'épaule, très sympa. Allez voir Chronicles, c'est 100 fois mieux que ça. Ou même plus récemment The Visit de Night Shyamalan, c'est très sympa, c'est très drôle, ça joue un peu avec le concept du fan footage justement. Donc voilà, bon, Jérusalem, j'ai pas apprécié, je vous le déconseille. Le film aura droit à une diffusion dans les salles obscures à partir du 6 avril 2016. Évolution, la communauté de femmes et de jeunes garçons qui se prennent le chou marin sur une île isolée. Alors clairement, le film qui a divisé absolument tout le monde et en premier lieu les membres du jury, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont remis leur prix à Jérusalem, mais en réalité ils ont remis le prix ex aequo avec Évolution. Ce que je trouve complètement dingue, parce que c'est vraiment deux films qui sont à l'antithèse l'un de l'autre. Évolution, c'est donc le film de Lucile Hadjialilovic qui tombe, je trouve, comme je l'avais prévu, dans tous les travers du cinéma d'auteur français prétentieux. C'est-à-dire que chaque comédien avait pour consigne de jouer le moins naturellement possible, et surtout de sortir le texte sur la plus longue durée, mais sans aucune raison. 7. Donc voilà, Évolution, ça joue très mal, je trouve. Même si je pense qu'il faut considérer que ce jeu un peu monotone, un peu étrange, c'est volontaire et c'est censé contribuer à nous immerger dans une ambiance peu conventionnelle. Mais moi, j'apprécie pas. Cela dit, fini de dire du mal du film, puisqu'il y a du bien, il y a beaucoup de bien à en dire. Et notamment pour commencer, le fait que c'est putain de beau. C'est juste hallucinant de magnificence. Il y a des plans aquatiques qui sont somptueux, les lumières, les couleurs sont extra. Vraiment, je trouve le cadrage millimétré. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que d'après les interviews que j'ai lues, ils n'ont pas utilisé de storyboard. Et ils ont même essayé d'utiliser le plus de lumière naturelle et le plus d'éclairage qui est dans le champ. C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai un spot, là vous le voyez pas, donc ça c'est hors de question. Apparemment ça n'a pas été utilisé dans le film, c'était vraiment la lumière de l'ampoule, la lumière de la bougie, etc. etc. C'est magnifique, c'est vraiment excellent. Les acteurs sont, comme je disais, pas crédibles une seconde, cependant ils ont été super bien castés. Alors par exemple, toutes les femmes de la communauté sont rousses, et un roux très clair, ce qui fait qu'on dirait qu'elles n'ont pas de sourcils, ce qui est très intriguant, ce qui vraiment contribue à leur donner un physique étrange, et notamment une des infirmières qui est jouée par Roxane Durand, qui apparaît comme un sosie parfait de la Joconde, ce qui contribue vraiment à cet aspect envoûtant du personnage. Et d'ailleurs, envoûtant, poétique, je pense que c'était les mots d'ordre de la réalisatrice. Notamment, on a ce passage où les femmes sortent la nuit du village et ça donne à des activités particulières, mais c'est vraiment très esthétique et ça a un côté sensuel et morbide très très envoûtant. Mais bon, malgré cette photographie sublime et le scénario qui est vraiment très original, c'est d'ailleurs l'histoire la plus originale de tout le festival, de tous les films que j'ai pu voir, donc vraiment chapeau. Mais bon, malgré tout ça, c'est un film qui a un côté qui se referme un peu sur lui-même, comme une espèce d'huître autiste. C'est pas abordable pour tout le monde, quoi. Je vais pas vous raconter le scénario d'ailleurs, c'est parce que c'est
c'est peut-être le plus intéressant. Je vais juste vous dire que, grosso modo, cette communauté de femmes, malgré leur aspect maternel envers les enfants qu'elles élèvent, voilà, elles se révéleront plutôt malveillantes au final. Quelque part, je comprends parfaitement que ce film puisse recevoir un prix, même si, alors tout à l'heure je vous disais, le jury a été visiblement très divisé. Et il faut savoir que le président du jury, c'était Claude Lelouch. Et Claude Lelouch, à ma grande surprise, a déclaré, lors de la remise du prix, qu'il souhaitait pas vraiment remettre le prix à Évolution, mais qu'il voulait le remettre à son homologue décérébré Jérusalem. Parce que j'ai le sentiment qu'avec ce film, on a découvert deux très grands metteurs en scène, et je serais très fier que dans quelques années, on puisse dire on les a découverts à Gérard. Voilà. Donc j'ai adoré Jérusalem de Doran Paz et Noah Paz. Donc pour tenir un propos comme celui-ci, je me dis que le Claude, il a pas dû en voir souvent des films en fan footage comme ça, parce que sinon je comprends pas la surexcitation abusive du bonhomme. Ça me dépasse. Et donc Évolution sortira le 16 mars en France au cinéma. What We Become, la famille danoise contre les zombies. Alors là, c'est l'incompréhension la plus totale. J'attendais absolument rien de ce film, je m'attendais effectivement à quelque chose de formaté, de très simple, et j'ai été déçu quand même. Je ne comprends pas qu'en 2016, soit plus de 10 ans après Shaun of the Dead, on sorte un film de zombies qui ressemble à n'importe quel pilote de série. Enfin, je veux dire, ça mériterait à peine d'être le pilote de Walking Dead. Bon, faut pas se méprendre, c'est bien réalisé, c'est correct, les acteurs sont corrects, c'est le mot, hein, correct. Mais voilà, c'est sorti 10 ans trop tard, même au niveau du scénario et des personnages. On est encore dans ce putain de schéma où la gamine va se faire mordre par un zombie et là tout le monde va se disputer pour savoir si on la bute ou pas. Ou si il va falloir attendre qu'elle guérisse après lui avoir donné un Doliprane. Non, juste non, c'est pas possible. Même avec la carte kiwi, c'est pas possible, hein. L'enfant de 16 ans, il se prend une balle dans la tête, tout de suite. Mais bon, admettons, faut pas être mauvaise langue, la première partie est quand même plutôt intéressante. Le passage de la mise en quarantaine du quartier susceptible de contenir des gens infectés par un virus qui transforme en zombies. Les gens dans le quartier ne sont pas au courant de ce qui se passe et ils subissent en gros ce régime politique. Enfin, en gros, voilà, il y a des militaires qui débarquent avec des masques à gaz qui mettent un mur tout autour de leur quartier. Ils sont dans l'incompréhension la plus totale. Et c'est intéressant de voir ça, de voir un peu cette simulation de comment un gouvernement gérerait ce cas, ce genre de crise. Où par exemple, voilà, tous les matins ils ont un contrôle de santé à travers une vitre, voilà, et en gros si Tantilda elle a la langue un peu blanche, ils vont canarder tout le monde dans la maison. Donc c'est brutal, mais en tant que spectateur, on a l'habitude, on a déjà vu des films de zombies, et on a l'habitude de voir ça, mais là on a des personnages qui découvrent, qui sont pas au courant de ce qui se passe, et c'est plutôt intéressant. Mais par contre, quand ça part en sucette, hein, là, c'est le truc le plus basique, hein, c'est ce qu'on voit depuis n'importe quel film de George Romero depuis 1968. Hein. Franchement, en plus on est spammé de zombies en ce moment, on a des séries de zombies, des trucs policiers avec des zombies, on a des comédies romantiques avec des zombies, des drames sociaux avec des zombies. Je veux dire, comment tu peux faire en 2016, enfin 2015, un film de zombies avec des zombies, c'est tout, sans plus d'ambition. Franchement, bon, à part si c'est peut-être le premier film danois avec des zombies, voilà, je vois pas l'intérêt. Ah, si c'est votre premier film de zombies, regardez-le. Sinon, allez plutôt voir 28 jours plus tard. Ou regardez la série In the Flesh. C'est 100 fois plus original, quoi. C'est 100 fois plus intéressant que ça. What We Become, pas encore de date de sortie prévue en France pour le moment. Cooties, les enfants zombies qui veulent manger leurs profs. Encore un film de zombies, me direz-vous? Oui, mais un film de zombies bien fait. Alors, Cooties, déjà, je vais me permettre de développer un peu, ne serait-ce que le titre, qui est un peu mystérieux, parce que je savais pas ce que ça voulait dire, et en fait, ça désigne un truc très particulier, très américain. Cooties, en fait, c'est une maladie fictive qu'ont inventé les parents pour décourager leurs enfants en bas âge de fréquenter les autres enfants du sexe opposé. Donc en gros, pour éviter que les garçons aillent jouer avec les filles. Grosso modo, on dit aux garçons, si tu fréquentes les filles, tu vas choper les cooties. Donc ce qu'on peut peut-être
considérés comme des poux, je sais pas, une espèce de maladie fictive qui n'existe pas. Donc voilà, on est dans cette espèce d'Amérique puritaine, voilà, en gros il faut préserver le plus longtemps possible les enfants du sexe opposé. C'est très américain, je trouve, c'est vraiment intéressant. Et donc là c'est transposé en maladie, voilà, c'est un virus quoi, c'est un virus qui va transformer les enfants en zombies. Donc le parallèle est assez drôle je trouve. Cooties, ça se présentait comme une comédie horrifique déjantée, et c'est tout à fait le cas. Sauf que ce que la bande-annonce se préservait bien de nous montrer, c'est à quel point les personnages sont géniaux. Entre Elijah Wood en écrivain raté, Rainn Wilson en prof de sport décérébré, c'est hilarant, en gros bourrin, et Alison Peel qui joue une prof joviale mais faux cul, délectable. En fait, je vais même pas trop insister, je vais juste vous inviter à aller voir Cooties. Si vous êtes fan de The Office, si vous êtes fan de Shaun of the Dead, allez-y, seul ou entre amis, vous êtes sûr de passer un bon moment et vous allez vous fendre la poire en deux. Bon alors, je cite Shaun of the Dead, après on n'est quand même pas au même degré de qualité et de mise en scène. Par exemple, on n'a pas le montage complètement dingue d'un Edgar Wright, c'est assez conventionnel, c'est un peu simple, mais très efficace. Et franchement, encore une fois, les personnages sont super drôles, les dialogues sont hilarants, et on a une petite surprise, on a Hurley, de Lost, qui fait une apparition et qui se fait un trip massif aux champis hallucinogène, irrésistible. Voilà. Le film devrait sortir prochainement en salle, mais il est à noter qu'il est quand même déjà disponible en DVD et Blu-ray, si ça vous intéresse de le voir immédiatement. Howl, le contrôleur de train et ses passagers qui se font taquiner par des loups-garous. Bon, là ça va aller très vite, parce que comme prévu, c'est formaté, c'est conventionnel, c'est pas très original, pas très intéressant. Je disais dans la vidéo que les costumes avaient l'air plutôt bien faits. C'est le cas, en tout cas pour la plupart. On est plus dans le costume latex type Buffy contre les vampires. Pas latex SM, latex, les prothèses en latex pour le visage. Cependant, c'est dommage, ils sont pas bien mis en valeur, sont pas bien mis en scène les loups-garous, parce qu'on les voit très peu, la caméra tremble, comme si le mec il avait pas confiance dans le fait de les montrer, c'est un peu bizarre. Bon, sinon les personnages, ils sont pas intéressants du tout. C'est bizarre, parce qu'ils sont pourtant un peu développés tous. Tout le monde a ses moments, son petit moment où il va raconter sa vie. Mais il raconte sa vie, quoi, ça s'enchaîne, ça n'a pas vraiment de sens. Par exemple, on a une nana, son rôle, son concept, c'est qu'elle va raconter qu'elle a des enfants, qu'elle s'entend pas avec, puis c'est tout, après elle meurt. Je suppose qu'on est censé être triste, mais ça n'apporte rien, c'est pas... ça se relie pas avec ces histoires de loups-garous, ça se relie pas avec les histoires des autres personnages, ça n'a pas d'intérêt, quoi, ça n'a pas de... Non, je dirais que c'est insipide, en fait, c'est un film plutôt insipide. Bon, voilà, à part si c'est votre premier film d'horreur, pourquoi pas. Ou si, à la rigueur, vous voulez triper sur le fait de voir le mec de Eragon se faire grignoter par des petits toutous enragés, ok, mais sinon, non, je sais pas. Je ne comprends pas. J'ai un peu du mal à croire que ce film était en compétition officielle. Bon, il n'y a pas de date de sortie prévue en France, cela dit, c'est déjà disponible en DVD ou en Blu-ray. We Are Still Here, le couple de quinquagénaires qui emménage dans une maison hantée. Alors autant ça commence comme le plus classique des schémas scénaristiques des films d'horreur du genre, c'est-à-dire un cadre qui va tomber mystérieusement du mur, des bruits inquiétants la nuit, des apparitions fantomatiques aromatisées au jumpscare, autant, après 35 minutes, ça part dans un trip vachement surprenant. Pendant les 2/3 du film, on est limite dans une espèce d'ambiance film d'auteur, c'est lent, ça prend son temps pour instaurer une ambiance, on a des plans de la maison sous la neige, etc. Et d'un coup, paf, quoi, ça part dans une boucherie bordélique, sanglante. Donc cette deuxième partie, elle dénote un chouïa avec la première, et c'est assez surprenant. Pas forcément dans le bon sens, cela dit. Donc, comme je le présentais dans la première vidéo, c'est gore, c'est violent, y a un peu d'humour dans les dialogues, donc c'est assez rafraîchissant quand même. Les personnages sont corrects, plutôt sympa. Le couple principal est pas intéressant, mais ils ont un moment un couple d'amis qui vient, qui sont des... pas des exorcistes, mais des gens qui sont dans le paranormal, alors ils vont faire des expériences, ça va être assez drôle. Mais voilà, en conclusion, bon bah voilà, si on n'est pas exigeant, pourquoi pas, encore une fois,
C'est pareil, on est 6 ans après Paranormal Activity, ça n'apporte pas grand-chose de plus. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas, ça se regarde, mais en gros, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Le film est déjà disponible en DVD et en Blu-ray, y a pas de sortie en salle prévue en France. Burying the Ex, le mec qui veut rompre avec sa copine un peu chiante qui reviendra sous la forme d'un zombie un peu collant. J'ai vu exactement ce que je m'attendais à voir, une banale comédie romantique avec un zombie. Alors, je pourrais juste vous dire que c'est moyen, mais je tiens à vous préciser que j'ai pas rigolé, je crois, à une seule des blagues de tout le film. Ce qui est un peu grave pour un film humoristique, je trouve quand même. En gros, tous les running gags du film tournent autour du fait que la nana, qui revient sous la forme d'un zombie, veut coucher avec son mec, mais lui, du coup, il va essayer de se dépatouiller d'elle à tout prix parce que elle sent mauvais, elle se décompose, et puis surtout, elle est invivable, ironiquement. La scène qui atteint le paroxysme du bon goût, c'est quand elle s'approche de lui pour l'embrasser tendrement, et qu'elle se met à lui dégueuler à la figure tout le liquide d'embaumement qui était resté coincé dans son estomac. Voilà. Donc c'est très distingué. Bref, j'ai littéralement détesté les personnages du film, principalement, et qui sont vraiment ce cliché, ce parangon du couple qui va pas du tout ensemble et qui reste pour une seule et unique raison, genre le sexe est pas mal. Voilà, alors bon, je dis pas, hein, la vie c'est compliqué, tout ça, mais là ce que je dis c'est que c'est trop caricatural, quoi. On a toujours dans ce genre de film le profil de la nana qui est castratrice, qui est possessive, jalouse, et du gars qui est le petit geek un peu gentil, qui pleure intérieurement sur son pauvre statut de petit chien battu. Ça me gave, ça m'insupporte. Alors, autre détail qui m'énerve énormément, la nana est présentée, la nana qui va devenir un zombie, est présentée comme une écologiste. Et c'est dépeint vraiment comme une passion d'illuminé, quoi. Le gars, qui est geek, qui est fan de films d'horreur, comprend absolument pas qu'elle veuille... Mais bon, c'est absurde, elle veut repeindre les murs en vert, elle met des poubelles des corbeilles sur le mur, avec les logos de tous les trucs à recycler. C'est trop caricatural. Je dis pas que ce genre de profil excessif n'existe pas, mais là c'est trop caricatural. C'est insupportable, quoi. C'est vraiment... J'avais la gueule comme ça tout le long. Donc en conclusion, si vous vous marrez bien devant des films genre Scary Movie, des trucs très grossiers, bébêtes, vulgaires, surtout très vulgaires, pourquoi pas? Mais autrement, barrez-vous en courant, quoi. Alors bien que le film soit déjà disponible en DVD et Blu-ray, il a eu droit à une sortie en France début février. Bon bah j'imagine pour la Saint-Valentin, quoi. Voilà, donc ceci conclut le tour des films que j'ai vus pour cette édition 2016. Édition 2016 qui, voilà, encore une fois, je le rappelle, je trouve, était vraiment conventionnelle et bourrée de films clichés, donc j'étais surpris, mais vraiment pas comme j'aimerais, quoi. Même le haut du panier n'arrive pas foncièrement à surprendre. Bon, je retiendrai quand même Bone Tomahawk et Cooties pour leur dialogue savoureux, Evolution et The Witch pour leur ambiance intrigante et leur poésie, et puis évidemment The Devil's Candy pour ses personnages hyper attachants et ses séquences d'action qui fonctionnent très très bien. Le reste, ça tombera dans les oubliettes obscures des limbes évanescentes de mon cerveau. Bon, ça restera quand même une très bonne expérience, je suis content d'y être allé, mais quand même j'ai envie de sonner un peu, enfin de mettre un peu une sonnette d'alarme sur les membres du jury, parce que, attends, je suis désolé, Claude Lelouch, Mathilde Seigner, Elsa Zilberstein... What? Non mais je comprends la nécessité de vouloir faire venir du gratin. Bon, et puis je sais aussi que concernant le cinéma fantastique, en France on a vite fait le tour, hein, une fois qu'on a fait Gans, Aja, bon... Mais... Enfin merde, t'invites pas des gens qui, pendant les interviews, se retrouvent à dire ce genre de trucs. J'aime pas trop les films fantastiques. Moi, je m'y connais pas tellement. Le fantastique pour le fantastique, avec le côté gore et le sang et tout, je déteste. Bon, je regarde pas, quoi. Plus que j'aime pas, je supporte pas. C'est assez intéressant, en fait, de se forcer quelque part, entre guillemets, à aller voir des films que spontanément on n'irait pas voir, en gros. Ça m'intéresse pas, ça me touche pas, c'est pas mon cinéma.
Bref, ainsi se termine ce diptyque sur ce festival de Gérardmer 2016, et je dis bien Gérardmer, puisque absolument toutes les personnes que j'ai croisées à Gérardmer disent Gérardmer. Je profite de cette vidéo encore une fois pour rappeler les dates du 5 mars, où je serai à Seignou à Épinal, ainsi que le 15 mars, où je serai à Amiens pour le festival du film archéologique. Sinon, également, je précise qu'avec Lucie, on travaille actuellement sur le prochain On va faire court, qui sera sur Suspense, les légendes arthuriennes, voilà, donc ça sortira quand ça sortira. Tant que j'y suis, tada, voilà, on a Fournaise édité, voilà, grâce à vous, grâce aux personnes sur Ulule. Si vous ne savez pas ce que c'est un roman de fantasy qui est écrit par Lucie, avec qui je fais les On va faire court. Et si vous souhaitez vous le commander, je mettrai dans la description tout ce qu'il faut, le lien sur My Book Edition, The Book Edition, merci Lucie, où vous pouvez vous le procurer, je crois, pour 15 € seulement. C'était l'instant pub. J'en profite également pour répondre aux quelques commentaires que j'ai vus sur la vidéo précédente. Donc oui, je ferai une vidéo sur Star Wars 7. J'en ai fait déjà une, mais j'étais pas très satisfait, je l'ai fait juste en sortant du film, j'étais un peu en colère. Pas trop aimé le film, mais j'ai décidé de revenir un peu sur ce que j'ai écrit et de prendre un peu de recul. Et donc je vais refaire une vidéo, puis je sais pas encore trop quoi, je la ferai un jour, pas maintenant, je suis désolé, c'est pas encore sur le point de sortir. Je vais prendre mon temps pour celle-là parce que j'ai pas envie de la bâcler. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour les retours plutôt positifs sur la première partie. J'espère que celle-ci vous plaira également, qui était un peu plus longue, mais un peu plus complète sur les films. Et puis voilà, peut-être que j'en ferai plus, si ça vous a plu. C'est un peu moins préparé, un peu moins écrit, mais bon, voilà, globalement, j'ai l'impression que ça a été plutôt bien accueilli. Donc on se retrouve prochainement pour des nouvelles chroniques, voilà, à bientôt. Et puis n'oubliez pas, allez voir des chroniques de Durandal, salut! Donc c'est parti pour mon verdict sur chaque film de ce festival des Gérardmer. Donc c'est parti pour mon verdict. Glauque et riche en symbolique religieuse un peu mais à mon avis, vu la qualité du machin, ça devrait. The Devil's Candy, qui sont à l'antithèse l'un de l'autre. Ça n'a... C'est l'un est l'inverse de l'autre, quoi. C'est-à-dire exactement l'antithèse. Donc c'est complètement redondant. La mer qu'on va danser. Bon les mecs, ça va pas chier. Bon, non, croix de bois, croix de fer. Celui-là il est violent.